Bonjour, alors aujourd'hui on va faire une vidéo pour les investisseurs. On m'a envoyé une stratégie qui était en vente a priori sur le marché français en 2015. On m'a demandé de l'évaluer. Alors de cette stratégie en fait il y avait quatre ingrédients, les taux, l'immobilier, les actions et puis le cash. Et donc l'idée c'était de faire une rotation entre les classes d'actifs. Donc 8 ETF de classes actives, 2 ETF pour les 4 poches différentes que je vous remontre, taux, immobilier, action, cash. Donc on compare en fait leur performance sur les 12 mois passés, glissant, et puis on fait une rotation, on investit dans le meilleur uniquement, ou dans les deux meilleurs, les trois meilleurs. L'idée c'est d'évaluer ce que ça vaut, s'il est possible de gagner de l'argent comme ça en passant d'une classe d'actifs à une autre. Pour essayer de capturer le momentum, c'est-à-dire quand une classe d'actifs fonctionne bien, on espère que ça va continuer à fonctionner, surtout qu'elle va continuer à pédaler plus vite que les autres. Donc voilà, c'était ça l'idée de la stratégie, donc on va tout de suite tester et voir ce que ça donne. Alors la première étape, c'est qu'on va évaluer déjà brut ce que ça vaut en fait. Donc on va faire un petit portefeuille basique dans lequel on va allouer un portefeuille, une part équivalente pour chacun des 8 ETF. Donc les ETF, la liste, la voilà. REM, c'est pour le mortgage. VNQ, c'est l'ETF sur l'immobilier américain. SHY, c'est le 1 an en fait, c'est le monétaire, c'est du cash. GLD, c'est l'or. TLT, c'est les obligations à 20 ans. JNK, c'est les obligations au rendement. VUE, c'est les actions internationales. Et VTI, c'est les actions américaines. Donc on va faire une petite pondération de poids égal. Voilà, 12,50%, 8 lignes, 100%. On va regarder la performance obtenu entre janvier 2008 et mars 2021. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va démarrer au mois pour voir si on peut pas avoir un peu plus, parce que ça démarre en plein dans la crise. Non, le TF au rendement démarre en janvier 2008. Alors, qu'est-ce que ça donne? Grosso modo, ça donne, on va mettre ça en logarithmique. Alors, on prend la crise de 2008 en pleine face, puisqu'il y a quand même un drawdown de 30%. Et en moyenne, ça gagne 6% par an. Donc, grosso modo, déjà, avec une base pareille, ça va pas aller bien loin. C'est plutôt très mauvais comme performance. Donc, les 4 classes d'actifs telles qu'on les connaît, c'est action, immobilier, cash, et puis or, et puis obligations. Déjà, pour un patrimoine diversifié, où on achète un peu de tout en disant « je ne veux pas choisir », déjà à première vue, c'est pas une bonne idée. Donc ce qu'on va aller faire maintenant, c'est qu'on va installer ces positions, ces 8 ETF, et on va regarder, on va essayer de trouver des stratégies qui fonctionnent un peu mieux que cette performance basique. Alors si on met un simple système de moyenne mobile à 200 jours, avec toujours la même allocation, qu'on lance un test, alors on obtient 5% de performance, avec un maximum de drawdown de 10%, donc on améliore les pertes cumulées. Mais 5%, la performance est extrêmement faible. En comparaison, je rappelle que la détention du portefeuille, alors évidemment, on démarre au 1er janvier 2009 avec le recul des moyennes mobiles, donc on enlève la crise, donc ça fait 8,67%. Pour info, sur la même période, le SP500 a dû gagner 12% par an, le Nasdaq a dû carburer à 15% de gain moyen ou 17% de gain moyen sur la même période. Donc 5%, c'est juste extrêmement mauvais. Ça reste une mauvaise stratégie. Donc après, on peut toujours essayer une moyenne mobile à 100 jours, mais en fait, je vous lis déjà, vu la tronche, ça marchera toujours pas. Voilà, 5% pour 8% de drawdown, on diminue un petit peu le drawdown, mais on fait pas de gain. Donc pour l'instant, les stratégies en suite tendance avec ce portefeuille, c'est pas bon. Donc on va ensuite tester la rotation en fait. Alors en faisant une rotation sur 12 mois glissants, donc comme c'était annoncé, comme c'était vendu pour cette stratégie, et en achetant que le premier asset de l'ensemble de la liste, voilà, quand on teste, on obtient 6% de gain pour 24% de drawdown, donc ça ne marche toujours pas. Donc la rotation des classes d'actifs est pas bonne, donc on pourrait dire bon, on va mettre 2 pour prendre les classes d'actifs, les doubler en fait, vous savez, dans le momentum duo, là où toutes les stratégies où on prend les deux meilleurs de la classe pour voir. Alors on a une maigre amélioration, on a 6,80% pour 14% de drawdown, mais enfin c'est toujours complètement contre-productif. Donc on peut essayer 4 en se disant on va prendre les deux meilleurs des deux classes d'actifs, les meilleurs.
Voilà, 6,62 moins 14, ça marche toujours pas. Donc après, on peut se dire, bon, ben, on va regarder sur 6 mois au lieu de 12 pour prendre les deux meilleurs de la classe sur 6 mois au lieu de 12. Donc là, on arrive à 9,68% pour moins de 17% de drawdown. Donc c'est un petit peu mieux, mais ça reste quand même pas génial. Je vous rappelle que encore une fois, sans rien faire, en achetant juste les actions américaines, on fait mieux. Donc, et en plus, le drawdown à 17%. Le drawdown est doublé pour faire un gain de 1,5% de plus par rapport à aux autres tests. Donc on peut dire, bon bah non, mais on va prendre que les deux premiers actifs de la liste des 8 avec, voilà, donc là on augmente le drawdown qui monte à 27%, on ne prend pas des nouveaux gains. Donc après on se dit, ah non, mais 6 mois c'est trop long, on peut regarder 3 mois pour voir. Et évidemment, ça marche toujours pas. 9,82% pour 30% de drawdown. En fait, cette stratégie est complètement pourrie parce que plus on gagne et plus on a une augmentation un peu parabolique des pertes cumulées. Voilà. Donc, au final, on peut se dire aussi qu'on va prendre les 4 pour lisser sur 3 mois. Et vous allez voir que ça me fait 10%, ce qui est le meilleur score de tous ces tests pour 22% de drawdown. Alors on est en droit de se dire quand même que c'est pas si mal, gagner 10% par an en moyenne pour 22% au maximum de pertes cumulées. Donc le SP500 aurait fait 11,30 sur la période et le Nasdaq doit faire 17,18 encore une fois, mais pour des pertes cumulées largement supérieures. Le souci c'est que quand un test sur, là on a essayé une dizaine ou une quinzaine d'approches, et quand un test fonctionne uniquement parmi 10 ou 15, ça ressemble plus à du hasard et à un hasard non reproductible, enfin c'est mon opinion, qu'à une stabilité des résultats et à un avantage sur le marché qui soit stable et durable et solide. L'autre argument, c'est que si on enlève le SP500 et on mise sur le Nasdaq, on sait aux États-Unis que la création de valeur est dans la révolution technologique. Ça date pas d'hier. Donc si on se prend juste, on part de l'idée que voilà, on va investir son argent sur un ETF comme le QQQ, le Nasdaq, et qu'on arrête de réfléchir à la question de l'investissement pendant 10 ans et qu'on compare, c'est quand même un peu le benchmark dont on dispose, puisque je vous rappelle quand même que sur le monde entier, il n'y a à peu près aucune création de valeur sur les indices boursiers, mis à part la distribution des dividendes, et ce depuis 20 ans, et que le seul endroit sur Terre où il y a de la création de valeur, c'est sur les marchés américains. Donc déjà, la personne qui a créé la stratégie, je pense qu'elle a rien compris parce que et c'est pas la personne, c'est pas le client qui me l'a envoyé, hein, c'était en vente. Je vais pas donner le nom de la personne qui a créé cette stratégie et le prix de vente de la dite stratégie. Ça sera encore remettre un peu d'huile sur le feu sur YouTube. Mais il faut savoir une chose, c'est que le VUE, c'est un ETF qui représente l'ensemble des actions du monde entier, hors États-Unis. Et en fait, le VTI, c'est les actions du monde entier, et avec les actions américaines. Mais le souci, c'est qu'en fait, les actions américaines représentent 50% à peu près de la capitalisation mondiale, et ils représentent, je ne sais plus, 80 ou 80% de la création de valeur. Donc en fait, faire une classe d'actifs avec les actions du monde en se disant ah ben, je vais miser sur le monde et sur le monde et la croissance de l'économie mondiale, parce que voilà, je ne vais pas prendre de risque pays. C'est un petit peu absurde parce que la création boursière, la création de richesse boursière n'a lieu quasiment que chez les leaders d'une manière générale. Et en termes de pays, le leader, c'est les États-Unis. Donc si vous prenez la Chine, par exemple, qui a une énorme croissance économique, ça ne s'est pas propagé au marché des actions, qui n'ont absolument rien gagné depuis 20 ans. Donc déjà, par rapport à la réflexion de la classe d'actifs et de la création de valeur a lieu sur les actions, et ces deux ETF-là, à mon avis, sont pas bons dans leur choix, mais je suis là pour tester cette stratégie. Donc moi, si on prend la révolution technologique, qui est une certitude depuis 20 ans, bon là, depuis 11 ans, là, ça fait 18% par an, en moyenne, sans rien faire, sans réfléchir, juste en détenant un ETF. Alors il y a de la volatilité, bien sûr, moins 44%, donc on peut dire que la moitié de la stratégie fait un risque cumulé de 50% inférieur à la détention du Nasdaq, et il y a 10% que le Nasdaq fait 18%, donc un léger rapport en risque-rentabilité en faveur de cette stratégie. Mais franchement, il y a moyen de faire beaucoup mieux, beaucoup plus efficace en fait pour ça. Donc ça, c'est la première critique que je pourrais faire à cette stratégie, c'est qu'elle ne gagne pas assez en fait, elle ne génère pas assez de performance. Pour une prise de risque de 22%, on est quand même en droit d'attendre un gain de l'ordre de 15 à 20% par an quand on se tolère des pertes cumulées maxi de 22%. Donc on peut aller après regarder l'étude du drawdown. Donc c'est bien sûr la crise de 2008 qui est une crise déflationniste. De nombreuses stratégies en fait échouent
pendant cette crise déflationniste de 2008, ce qui est un peu normal. Et puis sinon, on a un drawdown de 15%. Voilà, sinon, le profil des pertes cumulées est pas si dégueulasse que ça. Mais il y a vraiment moyen de faire beaucoup mieux que cette histoire de rotation entre les classes d'actifs. Pour finir, je voudrais juste aussi vous faire réfléchir sur cette histoire de recul, parce qu'une autre critique qu'on pourrait formuler pour cette stratégie, c'est qu'elle démarre en 2009 et qu'on n'a que 12 ans d'historique, et que dans des conditions globales macro qu'on a connues depuis 50 ans, on n'a qu'un seul scénario qui est en place depuis la mise en place des QE. C'est pas très représentatif du passé et probablement du futur. Mais je voudrais juste vous montrer, là j'ai décalé le début de la stratégie, tout simplement en mettant une période de 12 mois, donc en gommant la phase 2008 et la déflation. Donc je reviens à la stratégie initiale qui était mise en vente, donc qui est une comparaison sur les 12 mois passés des performances, et puis on prend les 2 meilleurs de la classe sur les 8. Et donc j'ai mis le Nasdaq en face. Et on gomme, on enlève la crise déflationniste de 2008, on démarre au 1er janvier 2009. Et donc qu'est-ce qu'on obtient comme résultat? Alors là, on a un Nasdaq qui fait 23% de gains annuels sans rien faire, pour un drawdown de 17%. Donc là, j'ai juste décalé d'un an. Et en face, on a la stratégie qui fait 6,80 au lieu des 10% avec 2008 pour 14% de drawdown. Donc grosso modo, on a un drawdown à peu près équivalent sur 12 ans de marché, sauf que le rapport entre la stratégie des classes d'actifs et puis le Nasdaq, c'est de 1 à 3, puisqu'on passe de 7% à 23%. Voilà. Donc tout ça, c'est pas pour vous dire que cette stratégie est de la merde. C'est pour vous montrer à quel point il est facile de manipuler des résultats en faisant varier ne serait-ce qu'une année. Qui parmi vous va se dire bah tiens, elle démarre au 1er janvier 2009 ou oh, tiens, ça démarre au 1er janvier 2008. Qui va savoir qu'en fonction des dates de départ, on obtient des résultats qui sont complètement différents. Enfin, pas complètement différents, mais c'est clair que si on prend ce profil-là depuis le 1er janvier 2009, on se dit waouh, putain, le Nasdaq, qu'est-ce qui cartonne et tout. Et ouais, cette stratégie, elle est merdique. Si on l'a fait démarrer un an plus tôt, franchement, l'écart entre les deux est beaucoup moindre, et donc on ne va pas dire que c'est de la merde. Donc c'est pour ça, on ne peut pas trop tester cette stratégie, parce qu'il faudrait remonter au début des années 70 et qu'il n'y avait pas d'ETF, on n'a pas les... Enfin, en ce qui me concerne, je n'ai pas les datas sur les obligations au rendement. Qu'est-ce qui me manque? Il n'y avait pas de l'immobilier coté. Si, il y a la classe actifs immobilier, mais on n'a pas le mortgage. Les actions mondiales, on peut les avoir éventuellement. On a le 20 ans, en fait, on peut retrouver le 20 ans. On pourrait éventuellement, en se fatiguant un peu, faire un test en remontant sur 50 ans avec des approximations, mais on pourra voir ce que ça donne. C'est pas l'idée, c'est que, encore une fois, la mécanique de création de valeur, à mon sens, ça peut pas fonctionner, puisque on est en train de chercher à faire une stratégie qui dilue les risques, plus qui fasse de la performance pure. Parce que si on veut faire de la performance pure, il n'y a qu'un seul moyen pour y arriver, c'est aller sur le marché des actions américaines, aller sur la première économie mondiale qui tolère que la richesse se propage au marché d'actions, encore une fois, puisqu'il y a de nombreux pays, dont la France, qui ne tolèrent pas que la richesse se propage sur les marchés boursiers. Mais la Chine, le Japon aussi également, depuis 1990, a bloqué tout ça. Donc, en tant qu'investisseur long terme, il faut vraiment avoir conscience de ces phénomènes avant de se lancer dans des stratégies comme ça d'investissement. Et puis aussi, ce que je n'ai pas dit, c'est que... ah oui, on a un rebalancing. Oui, j'ai pas regardé un rebalancing monthly en fait. On pourrait essayer de tester cette stratégie en disant tiens, on va rebalancer tous les 4 mois ou tous les trimestres, voir ce que ça donne. Voilà, la performance est complètement éclatée, 3% de gain pour 25% de drawdown, donc un rebalancing trimestriel. Voilà. Il est possible de faire des variations, d'essayer de trouver des combinaisons, mais quand une stratégie est mauvaise, comme vous pouvez voir, il y a un seul test qui fonctionne, et tous les autres tests vont de 3 à 6% de gain en fait. Donc c'est une stratégie qui est fondamentalement mauvaise. Encore une fois, la raison principale, c'est ces fondamentaux, qui est que la création de valeur ne peut pas se faire avec du cash, avec des obligations, avec de l'or,
avec de l'immobilier et avec des actions, la création de valeur n'a uniquement lieu que sur les actions. Je vais vous remontrer pour finir cette vidéo un petit graphique. Voilà le graphique que je voulais vous montrer, qui est le total return, donc des actions, des obligations et de l'or entre 1871 et 2017. On le ressort souvent ce graphique, mais il est quand même important à comprendre. Tout ça mis bout à bout, il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas d'inflation sur ce graphique et que ça ne représente absolument rien. Si ce n'est que ça permet de comparer hors inflation la création de valeur entre les classes d'actifs. Donc l'or, vous l'aurez douté, c'est ce qui couvre l'inflation, grosso modo, ça représente la part d'inflation, plus un petit pourcentage léger, 1%, un truc comme ça, sur longtemps, sur un siècle et demi. Donc les obligations au-dessus qui sont pas très éloignées, et quasiment, on est quoi? On est en 100 000 à 1 million, oui, je sais plus le rapport, mais c'est 150 fois ou 171 fois, je me souviens plus. Les actions génèrent sur 140 ans 171 fois plus de richesse que les obligations. Et alors par rapport à l'or, n'en parlons pas, ça génère... Voilà. Bref, on s'en branle. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une stratégie d'investissement qui n'est pas tournée exclusivement vers les actions et qui apprend à gérer le risque via les actions, eh ben, ça rapporte pas des masses, voire pas grand-chose. C'est voué à l'échec en fait en termes de rendement. Donc après, on peut se dire, oui, j'aurais gagné un petit quelque chose et pas prendre trop de risques et pouvoir bien dormir la nuit. Pourquoi pas? Mais honnêtement, il y a moyen de faire mieux. Si on réinflate les sociétés comment dire, occidentales, et notamment depuis le Covid, on voit bien qu'il y a des déclarations qui sont faites en ce sens et des mesures qui sont prises en ce sens pour relancer l'inflation. Alors, non seulement ça a gagné correctement depuis 40 ans et ça gagne beaucoup moins depuis 10 ans par rapport au risque action, mais demain ça va foirer complet puisqu'il y aura un crash obligatoire si on réinflate le système. Pour moi, je ne recommande pas de faire ce genre de stratégie. Voilà, les tests que je vous ai montrés aujourd'hui sont trop décevants en fait. Mais encore une fois, il y a une grande approximation dans ce que je vous ai présenté, qui est que ça démarre en 2009-2008 et qu'il faudrait démarrer en 1971 avec l'instauration du change flottant. Donc c'est vraiment un gros bémol sur les résultats. Peut-être que j'ai tort. Je vous dis ça tout simplement parce que je surveillais une parité qui est proposée par un économiste américain que j'aime bien, vraiment beaucoup. Et en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il met le ratio gold contre copper, donc or contre cuivre, et il superpose ça avec la courbe du 10 ans américain depuis 2005 et on voit qu'il y a une corrélation au cours des 15 dernières années, donc là 2005-2009 vous voyez, une corrélation qui est quasiment parfaite, c'est-à-dire ce ratio d'or contre cuivre précède ou comment dire, influence énormément la valorisation des taux à 10 ans, donc le marché obligataire américain. Et donc moi je trouvais ça super jusqu'à ce que j'aille interroger un de mes contacts US qui est un dieu du global macro et du monétariste qui a ricané et qui m'a sorti un graphique sur 50 ans depuis 1970. Et on voit qu'en fait cette corrélation avec le 10 ans et le ratio or-cuivre démarre en 2005 et qu'avant il n'y avait absolument aucune corrélation et qu'il était impossible de superposer les graphiques. Et donc pour lui c'est du saisonnalier puisque 15 ans par rapport à 50, voilà, 35 ans d'échec et puis 15 ans c'est un peu du hasard ou non, le mot qu'il a employé, hein, je vous le traduis en français, c'est circonstanciel. Voilà, il a dit c'est circonstanciel ce lien et rien ne dit qu'il est fiable et qu'il va se reproduire à long terme. Ça m'a mis une bonne claque, ça m'a aussi appris à me méfier des gens que j'aimais bien parce que beaucoup de gens qu'on aime bien généralement produisent des datas qui sont erronées. En fait, ils les font démarrer à la date de leur choix et c'est un peu l'objectif de ma vidéo du jour, de vous apprendre à réfléchir sur les dates de début et de fin des historiques qui sont testées parce qu'elles sont fondamentales. Et donc, ça m'a... Alors, les datas, en fait, que ce monétariste m'a envoyé venaient de DataStream, un flux de data qui est assez riche, voire richissime en termes monétaristes et qui permet de construire sur 50 ans, justement, l'histoire des marchés et des monnaies et des marchés obligataires et des politiques monétaires des États. Mais je me suis quand même pris une baffe, un rappel à l'ordre. Voilà, je me suis dit, putain, 15 ans, je me suis fait embrouiller par un mec. Au demeurant, j'aime bien ses analyses, mais je me suis fait embrouiller comme ça, comme un bleubit, un débutant. Donc, peut-être que cette stratégie est géniale, finalement, c'est remonté à partir de 1970 et que peut-être qu'elle ne marche pas très bien que depuis 11 ans et qu'avant, pendant 40 ans, elle a bien fonctionné.
Et une stratégie qui fonctionnerait bien pendant 40 ans et puis qui crache 7% avec un drawdown de 15, voilà, pendant 10 ans. Alors là, ça voudrait dire qu'on pourrait ne pas la mettre à la poubelle, au contraire, et la conserver dans un coin en la surveillant jusqu'à ce que ça se remette à fonctionner. Je ne sais pas, j'ai pas fait les tests, donc je ne peux pas affirmer qu'entre 1971 et 2009, cette stratégie était bonne ou mauvaise. Donc le diagnostic, je mets un gros bémol. Je dis juste qu'entre 2009 et 2021, le diagnostic est vraiment pourrave. On peut vraiment faire mieux. Mais je n'ai pas la vision d'ensemble de la stratégie. Voilà. Il faut vraiment jamais oublier ça. Et toujours regarder sur le très long terme. Évidemment, si on pouvait remonter à 1870, comme je vous montre sur ce graphique-là, pour toutes les stratégies, ça serait super. Je n'ai trouvé à ce jour qu'un seul Américain qui a passé des trimestres, c'est même pas des mois, c'est des trimestres, pour reconstituer une stratégie depuis 1914, de rotation comme ça, des actifs et tout. Il s'est fait chier le mec, grave. Je sais plus comment ça chiffre en années en fait. Et donc le résultat de ces travaux est assez intéressant. Je peux juste vous dire par exemple que l'alpha, la création de valeur sur du très long terme, ce qui faisait la différence en fait dans la stratégie d'investissement, c'était l'aptitude à acheter et vendre de la volatilité. Donc un effet momentum mais dans les deux sens. Donc quelque part ça s'apparenterait, si je vous traduis ça en langage moderne, à investir une partie de ses capitaux dans des CTA, des Commodity Trading Advisors ou des hedge funds, capables de décorréler complètement via des stratégies de long short ou j'en passe, de tout ce qu'ils peuvent faire, et capables justement d'apporter de la valeur les années où la création de valeur sur les classes d'actifs traditionnelles n'en font pas. Par exemple, ce graphique-là est très trompeur. Pour finir cette vidéo, je vais aller vous chercher le graphique des actions sur un siècle, mais en intégrant l'inflation, vous allez comprendre que là, on se dit putain, ça fait que monter, c'est fastoche et tout, mais c'est pas vrai, c'est pas ça la vraie réalité. Voilà, donc regardez bien cette courbe ascendante qui ne fait que grimper et qui n'est que de l'inflation, donc c'est que du vent. Et voici la même courbe qui démarre en 1900 et quelques, 1916, 1914, donc 30 ans de moins. Mais la même courbe que celle-là, mais en enlevant l'inflation. Donc là, on n'est plus du tout dans la même histoire. On a des périodes de 30 à 40 ans où il n'y a pas de création de valeur. Voilà. Là, c'est 15 ans, 13 ans, entre 2000 et 2013. Là, c'est entre 1965 et 1996, donc on a 30 ans. Et ça, c'est le crack de 29 qui est dépassé en 1959, donc 30 ans plus tard. Et avant, comme vous pouvez voir, entre 1914, finalement, en fait, si on se place en février 1916, et ben on s'aperçoit qu'en décembre 1951, on est à peu près au même cours sur le Dow Jones, net de valeur, net d'inflation. Donc, il n'y a aucune création de valeur pendant plus de 35 ans, si on fait abstraction du crack de 29. Donc ça, c'est la réalité des marchés. Donc la création de valeur à long terme, c'est beaucoup plus subtil que les beaux graphiques qu'on vous montre qui étaient sur la page de vente de la crise du siècle que j'ai fermée. Ça, c'est super, mais ça vaut rien en fait. Et c'est pour ça que je vous dis un gros bémol, c'est que sur le long terme, si on pouvait, comment dire, faire des recherches facilement, parce que c'est compliqué de faire des recherches sur un siècle, il faut vraiment des grosses datas, il faut des logiciels, etc. Mais dans ces périodes de 30-35 ans où il y a des trous, la création de valeur sur les actions est nulle, sur les obligations c'est nul, sur l'or c'est nul. Et donc en fait, les seuls qui s'en sortent, ce sont ceux qui sont capables d'avoir des stratégies de hedge fund, de CTA, donc des stratégies qui génèrent de l'alpha sans avoir besoin d'une tendance haussière, économique ou boursière. C'est ça le secret de l'investissement à long terme. Ou alors d'être une bête en allocation d'actifs purs sur les actions. Il faut quand même... Alors là, on rentre dans le jeu de la devinette du futur, ce qui est donc aléatoire. Donc c'est ça les conclusions des stratégies généralement qu'on teste sur les rotations des classes d'actifs. Dans le fond, on a le droit à du 6-7% par an avec un drawdown de 15 et puis on ne peut pas y couper en fait. On ne peut pas sortir de ça et toute personne qui vend autre chose que ça est en train de vendre du rêve. Sur le long terme, tout tend vers 7% à travers tous les scénarios possibles de classes d'actifs que vous pouvez faire et sans utiliser du levier bien sûr. Parce qu'à partir du moment où vous faites un faible drawdown, il est possible d'utiliser du levier 2 par exemple sur les classes d'actifs. Surtout aujourd'hui avec les moyens modernes, avec les ETF, on peut vraiment prendre un effet levier de 2 si vous trouvez une stratégie qui réduit très très fortement les risques, pourquoi pas prendre effet de levier de 2. Mais à la fin du fin,
On ne sait pas. Aujourd'hui, si on regarde les indices boursiers, depuis 10 ans, on a une explosion, que ce soit le Nasdaq aux États-Unis. On ne sait pas, peut-être que les 10 prochaines années ou les 20 prochaines années, on va être stable, on va chier de la merde comme ça pendant 15 ans à pas créer de la valeur, comme on a eu entre 2000 et 2013. Donc on ne peut pas connaître le futur. Donc il est clair qu'en tant qu'investisseur patrimonial, d'un côté, il faut réfléchir à la stratégie qui crée de la valeur à long terme, réfléchir aux mécanismes de création de valeur, et puis de l'autre, s'il doit y avoir une arme secrète, l'arme secrète, c'est la gestion active des hedge funds, la création d'alpha via des stratégies d'investissement court terme. C'était la conclusion en tout cas de cet Américain avec qui j'ai échangé, qui était passionnant et qui avait testé. C'est la seule personne, pour vous dire le niveau d'incompétence, y compris des banques, c'est la seule personne que j'ai rencontrée en 25 ans qui s'était fait chier à faire un test de stratégie patrimoniale sur 90 ans, je crois. C'est un truc comme ça. C'est le seul gars que j'ai jamais vu de ma vie qui voulait vraiment tester au contact de l'histoire de nos économies occidentales ses idées. Un seul, en 25 ans. Tous les autres, ils en ont branlé, ils prennent un historique comme ça, leur chante. Dès qu'ils ont à peu près ce qu'ils veulent pour pouvoir aller le vendre aux clients, ils attrapent ça. Et généralement, ça n'a pas trop de valeur. Et quand ça marche parce que c'est du hasard. Et le hasard peut être positif. Et certaines personnes sont douées d'ailleurs pour générer du hasard positif. Mais ça reste du hasard. Et un beau jour, ça se termine en pleurs. Parce que le hasard positif, ça ne dure jamais éternellement. Voilà, j'essaye de faire réfléchir sur tout cet univers des stratégies d'investissement. Je vous dis à bientôt.